Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, un reportage inédit sur l'éducation au Sénégal où nous retrouverons notre correspondant Moïse Diouf. Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'Ouest bordé par l'océan Atlantique. C'est un pays en cours de développement mais qui reste tout de même l'un des pays les plus stables d'Afrique, avec à sa tête le président Macky Sall. En 2020, sa population s'élevait à 16 074 000 habitants, dont le quart réside dans sa capitale Dakar. Le Sénégal est un pays composé de différentes ethnies, dont les principales sont le Wolof, qui représente environ 40% de la population, les Peuls, le Djola, les Sérères ou encore les Sénégaulois. Chacune de ces ethnies ont leur propre langue, cependant la langue officielle au Sénégal est le français, mais elle demeure peu parlée par les habitants. Environ 20% de la population a un bon niveau en français. Notons de plus que les habitants des zones rurales rencontrent à tout point de vue davantage de disparités que les populations qui résident en zone urbaine. Après cette brève présentation du Sénégal, nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à l'éducation sénégalaise en école primaire et à ses structures. Après cette brève présentation du Sénégal, nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à l'éducation sénégalaise en école primaire et ses structures. En effet, en 2015, au Sénégal, nous comptions dans le public 8138 écoles primaires ainsi que 1181 établissements d'enseignement moyen. Les effectifs du public sont quant à eux de 1 630 102 établissements dans l'élémentaire et de 671 110 au collège, ce qui représente environ 85 à 86% de la population scolarisée pour chaque cycle. À ça, nous pourrions également ajouter les écoles communautaires de base, les classes d'alphabétisation, les dahara, ou plus communément appelées écoles coraniques, ainsi que les écoles arabo-islamiques. Les bâtiments dans lesquels les élèves sont amenés à étudier sont globalement très sommaires et ne disposent que du minimum nécessaire. Cependant, de nombreuses distinctions sont notables entre les écoles, et notamment entre les écoles des zones urbaines et les écoles des zones rurales. Bien que certains enfants aient la chance d'étudier et de mener leur scolarité dans une école assez bien aménagée, d'autres voient leurs cours dispensés dans des abris provisoires. Les fondations de ces bâtiments sont très rudimentaires et peu solides, les toits sont réalisés à partir de feuilles d'arbres et risquent à tout moment de s'écrouler ou de s'envoler à la moindre tempête et intempérie. Prendre des briques pour que les élèves puissent s'asseoir. Et puis, ce que vous regardez, c'est pas trop solide. Hein. Parfois, moi, là où on a attaché les fils de fer, je me dis avec le vent là, ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Parfois, je me dis, j'ai peur pour les enfants d'ailleurs. Par ailleurs, cette réalité n'étant pas à négliger, et la question de l'éducation étant prise au sérieux, en octobre 2021, l'État mobilise 33 milliards de francs CFA, la monnaie courante sénégalaise, afin d'en finir avec ces abris provisoires et de construire 1528 nouvelles classes. Sur le plan national, en 2016, 7 écoles sur 10 disposaient de latrines. Cependant, ce n'est pas le cas dans toutes les régions, car 4 écoles sur 10 n'en disposent toujours pas dans les régions de Kédougou, Kolda et Tambacounda. De la même manière, l'accès à l'eau est un facteur à prendre en compte. En 2016, environ 67% des écoles disposaient de points d'eau, dont un peu plus de la moitié ne disposaient pas de points d'eau potable. Concernant l'électricité, en 2016 toujours, on estime qu'environ 23,7% d'établissements y avaient accès, sans compter Dakar. L'effectif de classe reste aujourd'hui très important. En effet, on compte environ 80 à 100 élèves par classe pour seulement un enseignant. Par conséquent, pour permettre de meilleures conditions d'apprentissage autant pour les instituteurs que pour les élèves, la classe est séparée en deux, de manière à ce qu'un groupe étudie le matin et qu'un second étudie l'après-midi. Toutefois, un jour dans la semaine, la classe est réunie entièrement. Un autre groupe, il vient le matin. Ça veut dire qu'il y a un manque de classe en fait. Ouais. Et là, je pense que ça, c'est une problématique que l'État doit résoudre en fait. Comme expliqué auparavant, il existe de fortes disparités entre les écoles à la campagne, dans l'arrière-pays, et les écoles en ville. Ces dernières se ressentent également via l'organisation de la classe, comme constatable dans cette vidéo. La classe à Bombay Baba Garage témoigne d'une grande pauvreté, avec seulement des briques et des bidons d'huile en guise de bancs et de tables. Cependant, la majorité des écoles disposent de bancs, de tables, de chaises et de tableaux à craie. Certaines tables, de taille normale, qui devraient être pour 2, sont malheureusement occupées par 4 enfants. De plus, comme le dit Mamadou Diouf, planificateur de l'inspection de l'éducation et de la formation de Mbourouane, je cite « En plus, maintenant, avec les conditions imposées par le protocole sanitaire,
où on n'a plus le droit à mettre beaucoup d'élèves sur la même table, cette année on a eu des problèmes de table-banc parce qu'il nous faut gérer les dispositions sanitaires prises, raison pour laquelle on est obligé d'aérer les salles de classe et de mettre quelques tables-bancs. Cela a affecté certains établissements et a même créé un déficit en table-banc. Les craies aussi, ça manque, vous avez vu. La boîte de craie est pratiquement vide, vous avez vu. Donc on se débrouille avec ce qu'on a. En revanche, malgré le peu de matériel disponible, celui-ci ne reste toutefois pas proportionnel au nombre d'élèves. L'accès au matériel scolaire est plutôt faible et limité. Certaines écoles disposent de manuels scolaires, il en faut un différent pour chaque matière, soit un pour les élèves inscrits en CICP et 5 pour les CM1, CE2 et CM1, CM2. On entend tout de même que l'accès au manuel scolaire évolue petit à petit. En 2016, le ratio manuel-élève s'élève à 2,1 pour les élèves de CICP, de 3,3 pour les CE1, CE2 et de 3 pour les CM1, CM2. D'un point de vue global, les écoles ne possèdent pas beaucoup de ressources scolaires, cependant il arrive assez souvent que des touristes ou des célébrités fassent des dons de matériel plus ou moins conséquents auprès de certaines écoles. Par exemple, l'ancien footballeur international Mamadou Faye, qui a été dans cette école plus jeune, leur en a offert. De plus, certains touristes ont cette envie de donner et il arrive souvent que ces derniers arrivent au Sénégal avec des fournitures scolaires, des vêtements, des médicaments pour en faire don aux familles et écoles. Pour la petite histoire, lorsque je me suis rendue au Sénégal, j'ai eu l'occasion de me rendre dans une école et de leur offrir un peu de matériel bien que ce ne soit pas suffisant. Également lors d'une excursion chez une famille dans la zone rurale, où nous avons pu leur offrir de la nourriture et quelques carnets et crayons. Après s'être intéressé aux établissements scolaires, tournons-nous maintenant vers la question des enseignants. En effet, concernant leur nombre, au Sénégal, il reste largement faible. À la rentrée 2021, un déficit de 635 enseignants dans la ville de Kaolack a été relevé. Pour réduire au maximum ce déficit et permettre une meilleure éducation aux enfants, l'État s'est engagé avec un programme de 5000 nouvelles embauches d'enseignants. Donc tout récemment, ils ont recruté en fait 5000 enseignants, donc, qui est totalement minime pour 152 candidatures. Et ça montre déjà que en fait, non seulement il y a un problème d'emploi au Sénégal, si sur 5000 enseignants, il y a 152 000 candidatures en fait. Franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Et La formation des enseignants diffère largement de celle en France. En effet, pour exercer la profession d'instituteur au Sénégal, il est nécessaire d'être titulaire du diplôme du baccalauréat. La formation s'effectue sur une durée de seulement 1 an, stage compris. Les étudiants ressortent avec une attestation de formation et avec la possibilité de poursuivre vers les CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Cette certification ouvre aussi d'autres portes telles que surveillant, animateur, auxiliaire d'éducation. Concernant la formation des professeurs du secondaire, la formation s'effectue sur 3 ans, avec stage compris, qui donne lieu à un diplôme et plus particulièrement à une licence professionnelle. Plusieurs établissements proposent ces formations telles que l'IFMEN, Institut de formation au métier de l'enseignement, institut reconnu où la majorité des entrants ressortent avec leur certification, le CAMEF, Centre académique des métiers de l'éducation et de la formation, ou encore l'ENS, École normale supérieure. De plus, l'éducation sénégalaise doit faire face à de nombreuses grèves de la part de ses enseignants. En effet, pour de nombreuses raisons, les enseignants décident de faire grève, de ne plus travailler et de manifester jusqu'à ce que l'État agisse, et notamment durant ces derniers mois. Les grèves scolaires ont ressurgi et ont provoqué de longues négociations. On distingue environ 7 syndicats d'enseignants du G7, luttant pour leurs droits, mais également pour des changements. Après de difficiles négociations, le président de la République, Macky Sall, qui porte une attention particulière à l'éducation des jeunes de son pays, a délivré un budget important dédié à cette dernière. De la même manière, Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget, s'exprime et s'engage à respecter ses promesses et à ne plus s'avancer sur des points qu'il ne pourra réaliser. Ainsi, plusieurs augmentations salariales sont prévues et seront effectives dès le 1er mai 2022, telles que l'augmentation de la rémunération annuelle, l'augmentation de la prime scolaire de 220%, de l'indemnité du contrôle de l'encadrement pédagogique de 100%, de l'indemnité recherche documentaire et surcharge d'horaire de 14%. Par ailleurs, les revendications des enseignants pénalisent indirectement les élèves et eux aussi créent des marches pacifiques et se révoltent. Ils demandent notamment à ce que les programmes soient réduits, que la date des examens soit repoussée et que les professeurs reviennent travailler et dispenser leurs cours correctement. Comme nous pouvons le voir sur ces images, ils ne cessent de répéter « Nous voulons étudier ». Nous voulons des négociations, de solutions
nous voulons des négociations pour sauver l'école. Nous voulons que nos élèves, que nos sœurs, que nos frères étudient dans de bonnes conditions. Nous ne voulons plus d'abris provisoires dans ce pays. Concernant maintenant les écoles primaires et leur cursus, on constate que l'école élémentaire débute dès l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais nous allons laisser la parole à notre correspondant pour en savoir davantage sur le cursus scolaire au Sénégal. C'est à partir de 6 ans. 6 ans jusqu'à 12 ans. Donc, c'est-à-dire du CI, le cours d'initiation, le CP, le C1, le C2, le CM1, le CM2. Donc, 6 ans, je pense que comme chez vous. Sauf que chez vous, il paraît que maintenant, le concours de l'entrée en 6e n'existe pas. Mais nous, il existe toujours, le concours de l'entrée en 6e. Donc, on le fait au CM2, au mois de juillet, le plus souvent, s'il n'y a pas de perturbation, des grèves, c'est généralement au mois de juillet. Merci Moïse pour ton intervention. Vous l'aurez donc compris, l'école primaire au Sénégal s'articule autour de 6 niveaux différents. Le CI, cours d'initiation, le CP, cours préparatoire, le CE1 et le CE2, les cours élémentaires, et le CM1 et le CM2, les cours moyens. Cours d'initiation, le CI, les enfants, souvent, ils ne comprennent pas français. Donc, les maîtres, ils utilisent souvent les langues locales. S'ils sont en milieu Wolof, c'est le Wolof. En milieu Djola, c'est le Djola. En milieu Serer, c'est le Serer. En milieu Peul, c'est le Peul. Mais au fur et à mesure, on les pousse, on les initie à un peu s'exprimer en français. Surtout quand ils arrivent en classe de CE1. Parce qu'à partir du CE1, c'est les premières leçons. On donne des leçons d'histoire, de géographie, de morale, d'instruction civique, de mathématiques, etc. Et donc, là, les enfants, ils doivent savoir lire parce que dès le CI, on commence à donner les lettres de l'alphabet, les syllabes, comment prononcer, combiner 2 syllabes pour prononcer, et on les apprend petit à petit. Le cycle élémentaire se termine donc par le CFEE, le certificat de fin d'études élémentaires, diplôme achevant les études élémentaires et assurant l'accès à l'enseignement moyen. Autrement dit, c'est le diplôme qui permet le passage entre l'école primaire et le collège. Alors, CM1 et CM2, c'est presque le même programme, c'est des cours de renforcement pour préparer le concours de l'entrée en 6e. Et il y a aussi le certificat de fin d'études élémentaires, qui est le premier diplôme pour les enfants. Cet examen se déroule sur 2 jours organisés en plusieurs épreuves. Il est composé le premier jour de 2 épreuves langue et communication, d'une épreuve éducation artistique et d'une épreuve découverte du monde. Le deuxième jour, on retrouve 2 épreuves de mathématiques et une qui regroupe l'éducation au développement durable et l'éducation religieuse. En 2015, sur 269 953 candidats, 157 377 sont admis, soit un taux de réussite de 58,3%, taux relativement faible mais représentant tout de même plus de la moitié des candidats. Excepté les régions de Dakar, de Matam et de Saint-Louis, le taux de réussite est plus élevé chez les filles que les garçons. Toujours, ce sont les filles qui sont les meilleures que les garçons. Et au Sénégal, maintenant, depuis quelques années, on a adopté une politique pour la scolarisation de toutes les filles et le maintien aussi des filles à l'école. Bien que ce soit pas, on n'a pas atteint ça à 100%, mais comme il y a des avancées très positives qui sont en train d'être notées, et ce qui fait que maintenant les filles vraiment sont les meilleures presque dans toutes les classes. Notons également que si l'enfant échoue, il est autorisé à redoubler, mais seulement qu'une seule fois. Et si cette situation réitère, alors celui-ci sera définitivement expulsé de l'école et sera donc contraint, de manière générale, à rejoindre là où les professions exercées par ses parents. La rentrée scolaire se fait lors de la première semaine d'octobre et le 31 juillet marque officiellement la fin de l'année scolaire. Cependant, les enseignants expliquent qu'une fois les examens terminés, certains ne reviennent plus à l'école et de ce fait, n'assurent plus leurs cours. De plus, la saison agricole débutant entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, il est difficile pour certaines familles de maintenir leurs enfants à l'école après la mi-juin, car ils se voient être une véritable source de main-d'œuvre agricole dont ils ne peuvent se passer. Selon la loi d'orientation de l'éducation nationale numéro 91-22 du 16 février 1991, son article 3 bis affirme que la scolarité est obligatoire pour tous les enfants des 2 sexes âgés de 6 ans à 16 ans. De plus, selon la loi et plus précisément selon l'article 22 de la Constitution sénégalaise de janvier 2001, tous les enfants, garçons et filles en tout lieu du territoire national
ont le droit de recevoir une éducation gratuite dans une école publique. Toutefois, malgré que l'école soit obligatoire et gratuite, nous pouvons affirmer qu'elle ne l'est pas complètement. L'éducation au Sénégal, retenez que officiellement, c'est obligatoire, l'école au Sénégal de 6 à 16 ans, c'est-à-dire l'élémentaire jusqu'au collège en 3e. Maintenant, officiellement, c'est sur le papier. Dans la réalité, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. L'école se revendique comme étant obligatoire, mais ne l'est pas pour autant, et ce pour plusieurs raisons. En effet, un fort taux de déscolarisation est relevé, tant sur l'élémentaire que le secondaire. En 2016, selon l'UCED, l'Agence des États-Unis pour le développement international, 1 498 286 enfants âgés de 6 à 16 ans ont été comptés comme hors du système éducatif, soit 37,2% de la population scolarisable de ce groupe d'âge. De plus, on remarque également un taux assez élevé d'enfants scolarisés, mais en décrochage scolaire. Le CM2 est la classe qui relève un taux de décrochage plus élevé que les autres niveaux. Plus de 30% en CM2 et environ 13% en CE1, CE2 et CM1. Notons aussi que les garçons sont davantage concernés par ces événements que les filles et que le milieu rural est davantage touché que le milieu urbain. Ainsi, parmi les enfants non scolarisés, nous pouvons souligner que 83,5% résident en milieu rural contre 16,5% en milieu urbain. Cette grande disparité peut s'expliquer notamment par la difficulté à obtenir des transports en commun. En effet, de nombreux enfants sont confrontés au manque de transport et à leurs coûts onéreux. Ainsi, certains sont contraints de marcher pendant parfois de longues minutes, voire de longues heures, pour parvenir à étudier. Ça vaut le coup de marcher comme ça, autant, pour aller à l'école ? Je vais apprendre le français pour avoir des diplômes, pour devenir une maîtresse. C'est pourquoi apprendre est important. En outre, nous pouvons ajouter que la surveillance des parents reste assez stricte sur certains points, sur l'aide au foyer, sur la réalisation des tâches domestiques et sur les possibles mariages précoces. Par conséquent, l'accès à l'éducation pour les filles reste davantage limité. De plus, de nombreux parents ne déclarent pas leurs enfants à la naissance. Il paraît donc quasi impossible de leur faire profiter d'une quelconque éducation scolaire, et donc on ignore leur existence. Par ailleurs, l'éducation sénégalaise se proclame gratuite, seulement elle ne l'est pas complètement, puisque les fournitures scolaires autrefois fournies par l'État ne le sont plus aujourd'hui et sont à la charge des parents. Rappelons que le salaire moyen mensuel d'un Sénégalais tourne autour de 122 131 CFA, soit environ 200 €, et que le nombre d'enfants moyens par ménage s'élève à 4 enfants. Les frais scolaires se multipliant par le nombre d'enfants, cela marque donc un vrai budget pour la famille. De plus, comme dans la plupart des pays du monde, l'accès aux grandes écoles ou écoles privées relève également d'un coût très onéreux. Le taux brut de scolarisation au Sénégal est plus élevé au niveau des villes que dans les campagnes. Parce que dans les campagnes, souvent les gens ou les parents ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour emmener les enfants à l'école. Le problème, c'est parce qu'ils font aussi beaucoup d'enfants. Ils font beaucoup d'enfants et ils ne peuvent pas amener, des fois, ils n'amènent pas tous les enfants à l'école, même si ce n'est pas payant. Mais le problème, c'est les fournitures scolaires qu'il faut acheter aux enfants parce que l'État ne donne pas assez de fournitures. Il y a les municipalités et les collectivités territoriales qui essaient de donner, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut que les parents en participent pour l'achat des fournitures. Et si ils ont beaucoup d'enfants, ça peut poser problème. Et des fois, certains sont sacrifiés. On amène 1 ou 2 ou 3 à l'école, les autres, on peut sacrifier. Après s'être intéressé de manière générale à l'enseignement et aux écoles au Sénégal, nous allons dès à présent nous intéresser au cas spécial des écoles coraniques. En effet, ces écoles coraniques, également appelées Dahara au Sénégal, se qualifient comme étant des lieux dédiés à l'éducation religieuse des enfants, où l'on enseigne en particulier le Coran. La population sénégalaise étant à 80% musulmane, ils prônent donc ce type d'école. Ainsi, 2 catégories de Dahara se distinguent. Premièrement, les Dahara externa, qui sont des écoles prenant en charge les enfants sur une durée limitée et pour seule matière, la religion. Ainsi que les Dahara internat, qui sont quant à eux des écoles prenant en charge les enfants à temps complet et assurant ainsi une éducation pluridisciplinaire. Cependant, ce type d'école relève certaines limites et problèmes. Les enfants étudient jusqu'à 13 heures. Ensuite, ils peuvent aller mendier pour avoir de quoi manger. En effet, ces écoles sont réputées pour faire mendier leurs élèves nommés talibés.
notamment en daara internat, pour leur inculquer les notions d'ascétisme et d'humilité. Mais là où s'impose un problème est que la mendicité est devenue avec le temps très courante, mais également un moyen d'exploitation économique des enfants. Cette dernière est donc l'occupation principale des élèves, au détriment de l'éducation religieuse promise. Un enseignant va par exemple obliger ses élèves à aller mendier dès le matin et à ramener un nombre minimum de CFA sous peine de sanction. Et le professeur en question se donnera par la suite le droit de récupérer tous les gains. Et pour conclure ce reportage, nous rappellerons donc que les établissements scolaires sénégalais sont et restent encore peu nombreux et très sommaires. Les enfants sénégalais sont extrêmement nombreux par classe, ce qui ne leur permet pas d'étudier dans les meilleures conditions possibles. De plus, les fournitures, tout comme les manuels scolaires, ne sont pas proportionnels au nombre d'enfants présents dans les classes. De fortes disparités sont également à mettre en avant entre les zones urbaines et les zones rurales, certains enfants se retrouvant parfois même privés de scolarité du fait de leur éloignement géographique. Pour ce qui est de la question des enseignants, rappelons que leur nombre reste encore faible et que les grèves marquent leur quotidien. Malgré cela, l'éducation sénégalaise tend à s'améliorer et des projets et budgets lui sont dédiés. Cependant, le cas des écoles coraniques reste tout de même inquiétant. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo d'Evelyne Delia, suivie de votre programme Koh-Lanta. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès demain 13h. Je vous souhaite une très belle soirée avec nous sur TF1. À demain.